Bonjour, donc je vais vous présenter en effet un travail qu'on a réalisé dans les 2 dernières années. Donc je suis membre de l'équipe Quantim et je travaille au sein de l'unité de biostatistique de l'Institut Paoli-Calmettes. Donc le domaine en fait, nos recherches elles sont surtout centrées sur les essais randomisés ou pas, mais les essais cliniques. Et c'est un petit peu différent, mais il y a des ponts. Voilà. Donc la motivation de ce travail, c'est lié en grande partie aux avancées des traitements par immunothérapie qui ont été connus ces dernières années. Ce type de traitement est devenu incontournable dans le traitement de nombreux cancers. Quand on étudie l'efficacité de ces traitements, en fait, les critères d'évaluation on va dire standard, ce sont des critères de survie, la survie globale et la survie sans progression ou décès. Donc c'est pourquoi ma présentation elle va surtout s'intéresser à des méthodes de survie. En règle générale, avant l'introduction de ces immunothérapies, tous les essais en oncologie reposaient, je dirais quasiment, sur l'hypothèse de proportionnalité des risques, c'est-à-dire sur un modèle de Cox par exemple. Et c'est juste un petit rappel que dans le cadre de cette hypothèse, les méthodes classiques qui sont le test de Log-Rank ou le modèle de Cox sont des méthodes qui sont parmi les plus efficaces. Donc ça, c'est le cadre général. Mais dans le cas particulier des essais en immuno-oncologie, on s'est aperçu, à partir des résultats d'essais cliniques randomisés notamment, que l'hypothèse sous-jacente du modèle de Cox, par exemple, qui est la proportionnalité des risques, n'est pas respectée. Je donnerai quelques exemples. Alors, l'inconvénient de ce non-respect, c'est que ça s'accompagne par une perte de chance de démontrer l'existence d'un effet du traitement. C'est-à-dire que si on utilise un test de Log-Rank dans ce cadre-là, on n'a pas nécessairement les meilleures chances de démontrer une différence. Donc bien sûr, c'est un enjeu qui est assez important. Et donc c'est devenu un enjeu d'essayer de trouver des méthodes capables de détecter un certain type de différence qui ne soit pas proportionnelle. Alors pour vous donner quelques exemples d'essais randomisés où on a observé la violation de la non-proportionnalité, vous avez ici 4 exemples d'essais randomisés de phase 3 qui ont étudié l'intérêt d'une immunothérapie versus un traitement par chimiothérapie classique, pour la plupart. Donc dès les années 2010, on va dire, on a commencé à observer ces choses-là, et dans les derniers essais avec le Pembro, notamment dans les années 2017-2019, on a observé également ce phénomène de non-proportionnalité. Alors la non-proportionnalité, ça ne veut pas dire que la différence qui peut exister n'est pas intéressante, puisque la plupart de ces molécules sont devenues les standards en fait. Donc on peut ne pas avoir la proportionnalité, mais la différence qu'on observe peut être cliniquement intéressante. Donc ça posait un problème, et je vais vous faire dans un premier temps un petit peu les réponses qui ont été proposées pour pallier à ce déficit de puissance en fait, et puis ensuite la proposition qu'on a faite récemment, et on pourra discuter. Donc j'ai introduit quelques notations. Donc comme je l'ai dit, on va travailler sur des données de survie. Donc en général, les données de survie, on les représente par un triplet. Grand XI, c'est le délai avant l'apparition de l'événement ou la censure, parce que la particularité, c'est qu'on a des censures dans ce type de données. Ce que j'ai appelé grand delta I, c'est l'indicateur qui va vous préciser si autant XI correspond à un événement ou correspond plutôt à une censure. Et puis ensuite, comme je l'ai dit en introduction, je travaille dans un contexte d'essai. Là, je me place dans un contexte d'essai randomisé. Donc en fait, il y a un tirage aléatoire et les patients appartiennent à un groupe, enfin sont alloués à un groupe de façon aléatoire. Ce groupe GI, c'est l'indicatrice d'appartenance au groupe, et en général on donne la valeur 1 au groupe expérimental, par exemple l'immunothérapie, et on code 0 le groupe standard ou de contrôle. Alors les principales méthodes alternatives, donc j'ai dit qu'auparavant les méthodes, il n'y avait pas trop de débat, c'était le Log-Rank classique et un modèle de Cox. On s'est aperçu qu'on diminuait les chances si on utilisait ces méthodes. Ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a proposé des tests de Log-Rank qu'on appelle pondérés. C'est juste une variante du test de Log-Rank. Pour rappel, le test de Log-Rank, en fait, c'est un test statistique qui se calcule en faisant une somme sur le nombre d'événements que l'on observe dans la série, d'où la sommation sur cette formule.
Et dans les termes, en fait, chaque terme représente, entre parenthèses, vous avez le différentiel entre le nombre d'événements que vous observez en temps de décès ou d'événements, moins le nombre que l'on estime sur l'ensemble de la cohorte, du groupe. Donc en fait, pour résumer, cette statistique, elle se calcule, il y a une somme où il y a autant de termes qu'il existe de temps où il y a des événements dans votre cohorte. Et si on l'exprime différemment, ça revient à faire un différentiel entre le nombre d'événements qu'on observe dans mon groupe expérimental versus le nombre d'événements observés sur l'ensemble du groupe, c'est-à-dire des deux groupes, c'est-à-dire sous l'hypothèse nulle où il n'y a pas de différence. Donc c'est juste une statistique observée moins attendue. Bon, voilà. Donc la statistique du log-rank, c'est tout simplement quand à la fonction W qui est une fonction de poids, en fait c'est la fonction identité, c'est-à-dire ces poids-là sont toujours égaux à 1, vous obtenez le log-rank. Donc la subtilité ou l'alternative qu'ils ont proposée, c'est de donner des poids différents aux événements. Et en particulier, je vais montrer la suite. Donc je le rappelle, si à W on associe la fonction identité, on tombe sur le test de log-rank. Si en revanche à W on lui donne une fonction qui dépend de la fonction de survie, par exemple, vous pouvez donner plus de poids soit à des événements précoces, soit à des événements tardifs, en fonction du choix de la fonction. Et donc vous allez être capable de démontrer des différences précoces plus facilement ou tardives plus facilement. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont quasiment proposé des fonctions où en fait la fonction vaut 0 sur un intervalle et prend la valeur 1 ensuite. Alors pour illustrer un petit peu le résultat, j'ai pris un exemple d'une étude randomisée qui a été publiée dans le Lancet, je crois, ou le New England Journal of Medicine. C'est une étude qui s'appelle Keynote 045. Dans cette étude, il y avait deux critères principaux. En haut, c'est les courbes de survie estimées pour la survie globale. Et en bas, c'est les courbes de survie estimées pour la survie sans progression. En rouge, vous avez le traitement expérimental et en bleu, vous avez le traitement de référence. Donc moi, comme vous voyez, la courbe qui est éventuellement la plus intéressante, c'est la courbe de la survie sans progression parce qu'en fait, on voit qu'il y a les courbes se croisent. Et donc, c'est des situations où c'est pas évident de mettre en évidence les effets qui apparaissent. Alors, pour vous donner un exemple de l'impact des différents tests, sur ces données-là et sur la survie sans progression, j'ai utilisé, vous avez dans la première colonne W de t égale 1, le résultat du test du log-rank, où vous voyez qu'il n'y a aucune différence significative, il est quasiment égal à 1. Dans la deuxième colonne, W de t, lorsque je choisis comme fonction de poids la fonction qui est égale à l'estimation de Kaplan-Meier, j'ai une p-valeur qui est très très significative, 0,006. Et donc là, les poids sont plus importants pour les événements précoces. Et quand j'utilise son complémentaire, 1 moins chapeau de t, j'ai également une différence significative. Mais cette fois-ci, les poids les poids les plus importants sont donnés aux événements tardifs. Alors la petite subtilité qu'il y a, c'est qu'on voit deux différences, mais en fait, elles s'interprètent de façon très différente. Parce que si vous regardez la courbe du bas, la méthode qui donne plus de poids aux événements précoces, en fait, elle détecte un effet délétère, parce que vous pouvez voir que sur la première partie de la courbe, c'est la courbe en bleu qui est au-dessus. Donc en fait, la p-valeur significative, c'était plutôt un effet délétère de l'immunothérapie. Et l'autre p-valeur qui est associée au test avec le complémentaire de la fonction de survie, elle met plutôt en évidence l'effet bénéfique qui apparaît, mais seulement sur la deuxième partie de la courbe. Tout ça, c'est pour vous indiquer que, en fonction du test que vous obtenez, vous pouvez avoir des résultats qui sont très très différents. Voilà. Donc j'en ai parlé. Ça, je reviens en arrière, pardon. Voilà. Et ici, ce que je vous ai donné ici, c'est des exemples de différences que l'on a observées, des différences qu'on a pu observer dans des essais randomisés. C'est juste pour vous montrer que c'est quand même assez difficile d'anticiper les différences qu'on va avoir. Par exemple, sur la courbe du haut, sur la colonne de gauche en haut,
vous avez en fait une différence où là, on a une situation de risque proportionnel. Donc on a bien un traitement par immunothérapie, mais bon, finalement, on a plutôt une situation de risque proportionnel, si ce n'est que... Non, enfin, il y a un effet retard, pardon. C'est-à-dire que les deux courbes au début sont superposées, et la différence se fait après un certain temps. C'est la même chose sur la ligne du haut avec la colonne de droite. On a toujours cet effet retard. Donc ça, c'est un effet qui s'explique biologiquement par le mécanisme de l'immunothérapie. La ligne du milieu, vous avez à gauche, vous avez en fait un effet, c'est une immunothérapie, mais c'est quasiment proportionnel. Ça, c'est typiquement un effet proportionnel depuis le début, donc il n'y a pas de problème. Là, le Lagrange est un bon choix. Et puis ensuite, vous avez des courbes qui sont un peu plus inattendues. Il y en a qui se rejoignent. Il y a des courbes qui, avec des différences en basse, les différences augmentent avec le temps, c'est-à-dire l'effet devient de plus en plus important au cours du temps. Et le dernier cas, c'est la courbe où en fait on a les courbes qui se croisent. Un petit peu le cas, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est quand même assez difficile, avant l'étude, d'imaginer le type de résultat que vous allez obtenir. D'où donc l'impact du choix de la statistique au départ, elle est très importante. Alors, comme les gens ne veulent pas trop prendre de risques, en fait, ils ont essayé de définir des statistiques qui étaient capables en fait, de donner des bons résultats, quelles que soient les situations. Donc, pour faire ça, en fait, il a été proposé des méthodes qui combinent plusieurs statistiques. Le premier à faire ça, c'est Royston, qui a proposé en fait d'utiliser une statistique de Lagrange et en même temps d'utiliser une autre statistique qui s'appelle la comparaison de Restricted Median Survival Time. Donc il prend ces deux statistiques-là, il prend le maximum, et de cette façon, il est capable de détecter à la fois des différences proportionnelles, puisqu'il y a le Lagrange là-dedans, mais à la fois des différences où il n'y a pas la proportionnalité, parce que c'est une des propriétés de son test RMST. Plus récemment, ça a été recommandé même par un groupe de la FDA, ils ont pris finalement cette idée de prendre un test de Lagrange avec des poids différents. Ils l'ont adopté, simplement, ils prennent 4 tests avec des poids différents et ils prennent le maximum. Et ça s'appelle le Max Combo Test. Donc dans cette combinaison, vous retrouvez le premier, c'est le test de Lagrange classique. Donc lui, il est très puissant pour détecter des différences proportionnelles. Le second, il va détecter des différences précoces. Le troisième, des différences tardives. Et le dernier, c'est les différences au milieu de la courbe. Voilà. Donc ça, c'est une proposition. Et c'est des méthodes qui sont implémentées. Et nous, en fait, on a proposé une version un peu différente, qui est basée, en fait, toujours sur un test de Lagrange. Mais la différence, c'est qu'on a calculé ce test en analysant d'abord que les premiers événements. Et donc, on fait ce qu'on appelle un processus, c'est-à-dire qu'on analyse le début de la courbe, et on fait varier le temps, c'est-à-dire qu'on prend tous les événements jusqu'au bout. Et ça, c'est la statistique S1 de T. Donc, comme vous voyez, la sommation, en fait, elle ne porte pas sur tous les temps où j'observe des décès, elle porte uniquement sur les temps qui sont inférieurs ou égaux à T. Et après, on fait varier le temps. Donc, ça veut dire qu'on analyse le début de la courbe et on rajoute des événements, on regarde les statistiques qu'on obtient et on va prendre la valeur maximum qu'on observe. La deuxième proposition, c'est l'inverse, c'est-à-dire au début, on prend tous les événements et au fur et à mesure, on va les exclure. Donc le premier, il va plutôt être sensible à des différences qui sont précoces et le dernier à des différences plutôt tardives. Donc on a proposé ce genre de test. Pour illustrer le résultat, sur la courbe, c'est toujours sur l'exemple que Keynote 045. Sur la courbe du haut, vous avez les valeurs qu'on observe avec la première statistique. Donc vous voyez au départ, c'est la première statistique de droite, c'est lorsque je commence à analyser les premiers événements, puis je rajoute des événements au fur et à mesure. Vous voyez que la statistique, elle grimpe jusqu'à atteindre un maximum, et puis ensuite, elle diminue. Le dernier point de cette courbe, c'est quand j'ai pris tous les événements. Donc le dernier point, ça correspond à la statistique du Lagrange. Donc c'est celle qui est proche de 0. On retrouve la p-valeur qui était quasiment égale à 1. La deuxième trajectoire que vous voyez à droite, c'est plutôt la statistique lorsque j'exclus au fur et à mesure les premiers événements. Donc là, au début, on prend tous les événements. Donc en fait, le point terminal de la courbe de droite, c'est le point de départ. Et vous voyez que cette fois-ci, au fur et à mesure, la statistique, elle va plonger vers le bas. Alors, quand vous plongez vers le bas, ça veut dire qu'en fait, il y a moins d'événements dans votre groupe expérimental que dans la moyenne, que dans le total. Donc, c'est plutôt un bénéfice.
Et quand ça grimpe, c'est plutôt délétère, c'est-à-dire que vous avez plus d'événements dans votre groupe expérimental qu'attendu. Donc là, on retrouve le fait qu'au début, il y a un effet délétère, et à la fin, il y a un effet protecteur. Donc ces deux statistiques, en fait, elles aussi, elles confirment avec ces statistiques les p-valeurs très significatives qu'on avait observées. Bon, la difficulté, en fait, et l'originalité de ce travail, c'est de montrer comment on arrive, en fait, à calculer les p-valeurs, etc. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est basé sur des simulations. Et tout simplement, on arrive à démontrer que la somme que j'ai appelée S indice tilde J, qui est une somme très simple, c'est la somme sur, on voit apparaître le groupe de randomisation, GI, auquel je lui retranche 0,5, ça c'est la proportion, la probabilité de randomisation dans un groupe. Donc là c'était une étude, dans le cas où c'est une randomisation équilibrée, ce ratio vaut 0,5. Donc il suffit de faire ces sommations. La seule nouveauté, c'est que le dernier terme UI, ce sont des variables aléatoires que vous tirez vous-même, selon des lois normales. Et donc en faisant des tirages aléatoires, on arrive à obtenir des trajectoires, et à partir de ces trajectoires, on arrive à calculer les probabilités. C'est une méthode de Monte-Carlo. Bon, vous allez voir un peu les détails. Donc au final, l'algorithme, il est assez simple, il peut être défini en 3 étapes. La première étape, on fait un tirage aléatoire de loi normale. La deuxième étape, on calcule ces sommes. Dans ces sommes, en fait, vous avez les données qui apparaissent et puis vous avez une nouvelle variable aléatoire qui font changer. Donc c'est une somme qui est perturbée par les tirages que vous faites. Et à la fin, vous calculez une statistique qui prend la valeur maximale que vous observez. Et vous allez comparer en fait les percentiles de cette statistique avec la valeur que vous observez. Donc après, on peut calculer des probabilités associées. Donc voilà, c'est le principe. C'est assez rapide en fait, de façon calculatoire, c'est assez rapide. On a développé aussi une version qui est séquentielle. Alors les tests séquentiels, c'est peut-être, vous n'êtes pas trop familier, mais c'est quelque chose qui est très très utilisé dans les essais cliniques. Les tests séquentiels, c'est l'idée de faire des analyses intermédiaires. C'est-à-dire on ne fait pas qu'une seule analyse à la fin, c'est qu'on recueille des données et avant la fin de l'étude, on décide de regarder s'il y a un effet ou pas. L'idée, c'est d'essayer d'arriver à conclure à l'existence d'un effet avant la fin de l'étude. Donc ça veut dire donc on prévoit d'emblée de faire 3 analyses, 2 analyses intermédiaires, une analyse finale. Donc nous, avec cet algorithme, on a développé une version séquentielle des tests. Voilà, donc c'est possible. Je passe sur les détails. Le principe est assez simple. Séquentiel, je fais des analyses à des temps intermédiaires. Donc à des temps intermédiaires, vous allez observer des données intermédiaires. C'est pour ça que j'ai appelé XI de D, ça va être le temps observé à la date D d'analyse. Delta I de D, ça peut être égal à 0 parce que je n'ai pas observé l'événement, mais plus tard, ça pourra prendre la valeur 1 si l'événement est observé. Donc ça, c'est les données intermédiaires de survie. Il suffit simplement de les injecter. Vous avez des statistiques intermédiaires et tout fonctionne de la même façon. Donc c'est assez simple. Bon, pour montrer les performances, en fait, on a essayé de démontrer par des simulations. Donc ça, c'est les scénarios de simulation qu'on a choisis et qui représentent un peu. Le premier en haut, c'est il n'y a pas d'effet. Donc on va voir si on contrôle l'erreur à 5%. Celui qui est à droite en haut, c'est la proportionnalité. Puis ensuite, vous avez un effet précoce, un effet tardif, et puis ensuite les courbes qui se croisent. Bon, au final, nos résultats montrent qu'en fait, ces méthodes, malgré ce tirage aléatoire, etc., on arrive à maintenir le contrôle à 5%. Donc on a des tests qui contrôlent l'erreur. Ce qui est intéressant dans ces tests, et dans les tests qui ont été proposés, c'est que lorsque l'hypothèse de proportionnalité est vérifiée, ces tests ont quasiment la même puissance que le test du Lagrange. Donc en fait, vous pouvez partir sur ces tests, même s'il y a proportionnalité, vous n'allez pas perdre de puissance particulièrement. Donc finalement, il n'y a pas de grand risque à faire ce choix de test. La première statistique que j'ai proposée, S1, elle est plus sensible aux effets précoces. C'est parmi les statistiques les plus sensibles pour détecter ce genre d'effet. Le test Max Combo qui a été proposé, qui combine les 4 statistiques de Lagrange, lui, c'est le meilleur plutôt pour détecter des différences tardives. Mais ensuite, on peut, comme le fait Max Combo, on peut nous-mêmes combiner la statistique S1 et S2, c'est-à-dire celle obtenue en analysant les premiers événements ou celle obtenue en excluant les premiers événements. On combine ces 2 statistiques et l'avantage de ces statistiques, c'est qu'elles vont être sensibles à tous les scénarios.
en particulier, elles vont être sensibles à la fois à... Pardon. Elles vont être aussi sensibles, elles vont permettre de détecter des effets précoces parce que dans la combinaison, vous avez S1, mais aussi des effets tardifs parce que dans la combinaison, vous avez S2. Et aussi, là où elle est intéressante, c'est que c'est celle qu'on a trouvée la plus puissante pour démontrer des effets où les courbes se croisent. C'est-à-dire, elle est plus puissante que le test Max Combo pour les derniers scénarios, qui sont pas rares. Voilà. Donc pour terminer, j'ai un problème. Voilà. Donc je terminerai par les perspectives. Ce travail, on l'a déjà étendu à l'analyse des risques compétitifs. Donc ça fonctionne aussi pour l'analyse des risques compétitifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est capable de gérer des critères multiples. C'est-à-dire vouloir analyser OS et PFS et démontrer qu'il y a une différence soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc c'est possible de le faire avec ces méthodes. Ça a été publié en 2023 et en 2024. Ça fait l'objet de 2 publications. Voilà, je vous remercie. C'est un peu compliqué, je